Bonsoir à tous. Désolée pour le petit retard. Donc on va utiliser des micros, c'est aussi pour l'enregistrement, pour qu'on puisse bien entendre au niveau de la vidéo. Merci beaucoup en tout cas d'être là pour, ce soir pour la première soirée thématique de la CPTS Brest Santé Océane. Je suis Pauline Rébulard, coordinatrice de la CPTS. C'est une soirée qui donc on appelle Parlons Santé. Et ce soir, donc, c'est sur les dispositifs précarité sur le territoire. Donc, ça va être une table ronde de 50 minutes environ. Il y aura un petit temps après pour les questions. Et ensuite, on vous invitera à aller au buffet qui est juste derrière vous. Alors, donc, on va commencer avec le premier intervenant, donc le point H. Donc, Madame Laetitia Cabon, vous êtes infirmière au point H, une structure qui accueille du public en grande précarité. Madame Mélanie Thépeau, vous êtes infirmière au sein de l'équipe mobile Santé, Précarité et Médiation. Et Madame Véronique Coader, vous êtes cadre de santé au centre Accueil Précarité. Donc tout d'abord, pouvez-vous nous en dire plus sur le point H ? Oui, alors j'ai la lourde responsabilité de commencer. Donc je suis infirmière sur le centre de santé Le Point H qui se situe au centre-ville près du quartier Saint-Martin. On reçoit un public en situation de précarité, prioritairement les personnes sans droit à la sécurité sociale ou des droits incomplets, mais également des patients allophones où la barrière de la langue rend impossible un suivi en médecine générale de ville, et aussi des personnes qui ont des troubles, notamment des troubles psychiques, des maladies psychiatriques, qui font que un suivi conventionnel, si je puis dire, en médecine de ville est un peu compliqué. Donc nous, ce qu'on propose, ce sont des soins gratuits. Donc, peu importe la situation de la personne, la situation administrative, l'ouverture de droits, peu importe, les soins sont toujours gratuits. Il n'y a pas d'avance de frais. Donc du coup, ce sont des consultations de médecine générale. On a donc plusieurs médecins généralistes pour approximativement 2 équivalents temps plein. Des soins infirmiers, donc avec moi, je suis la seule infirmière au point H. Et il y a également des psychologues qui proposent des suivis. Et puis après, on a une équipe avec secrétaire comptable. Et donc, c'est rattaché plus récemment, on a eu la création de l'équipe mobile santé précarité ainsi que la médiation en santé. Donc, je laisserai ma collègue en parler. Donc ça, ce sont des dispositifs assez récents qui sont venus se greffer au point H. Donc nous, c'est classique, les consultations sont ouvertes du lundi au vendredi sur rendez-vous pour les consultations des psychos et les consultations de médecine générale. Par contre, les soins infirmiers sont possibles sans rendez-vous. Voilà, je réfléchis que dire, j'ai pas trop préparé, je laisserai plutôt la place aux questions. Si, le but du point H, c'est que ce soit une passerelle vers le droit commun. L'idée n'est pas que les patients s'installent et restent dans le temps, même si en pratique c'est quand même le cas pour beaucoup, mais l'idée c'est que à un moment donné dans leur parcours, ils arrivent au point H, ils sont orientés souvent par des travailleurs sociaux ou le bouche à oreille. Ils sont suivis pendant un moment où nous, on essaye du coup, dès que possible, de faire l'orientation vers le droit commun. Donc, ils arrivent chez nous, par exemple, il n'y a pas de droit à la sécurité sociale, on les oriente vers les travailleurs sociaux, on fait un bilan de santé, et si c'est possible, si on peut les orienter, on essaye de le faire dès que c'est possible. Alors, on a les difficultés qui se posent, c'est aussi de trouver des médecins généralistes qui acceptent les nouveaux patients. On sait qu'on a un public où c'est pas toujours simple, un suivi classique, puisque de fait de la barrière de la langue ou de leur pathologie, ils ont parfois du mal à honorer les rendez-vous, à bien comprendre, à se repérer dans le système de santé. Donc nous, notre but, c'est aussi d'éduquer autour de ça, autour du système de santé, pour les rendre autonomes et que le suivi puisse se faire ensuite dans le droit commun. Voilà.
pour la présentation du point H. Je regarde mes collègues pour savoir si j'ai oublié des choses, mais voilà. Et donc, nous, on travaille avec le réseau, tout le réseau qui est indispensable pour nous. Donc, je vais passer la main à ma collègue. Alors, juste avant, j'avais juste une question sur le nombre de personnes que vous recevez en moyenne par jour. Alors, par jour, en fait, on a deux médecins à peu près par jour qui consultent. Ce sont des consultations de minimum 30 minutes. Donc, on prend du temps avec les personnes puisque souvent, il n'y a pas un seul problème. C'est pas vraiment de la consultation aux symptômes. Hein, c'est plusieurs motifs. Le contexte social aussi fait que du coup, ils viennent pas pour un simple rhume en fait. Il y a la problématique d'hébergement, il y a plein de choses à voir. Donc c'est des consultations de 30 minutes voire 1 heure si on sait qu'il y a des certificats médicaux à faire, notamment dans le cadre des demandes d'asile. Les médecins sont amenés à faire des certificats médicaux qui demandent du temps. Donc, sur une journée, on voit à peu près une trentaine de personnes en consultation médicale. Après, il y a les personnes qui viennent pour les consultations des psychologues. Là, c'est 7-8 par jour, à peu près. Et ensuite, on a toutes les personnes qui se présentent donc pour les soins infirmiers. Et là, c'est très variable. Hein. Ça peut être... on est à peu près à une dizaine par jour pour des soins infirmiers. Donc, ça peut être des pansements, des vaccins, des prises de sang pour les personnes qui n'ont pas de droit sécu, pour lesquelles il y a une urgence à réaliser la prise de sang. On a une convention avec la PAS du CHU pour envoyer les bilans sang. Donc, je prélève et ils sont techniqués sur le CHU. Et puis, on a toutes les personnes qui se présentent sans rendez-vous parce que ils peuvent pas prendre un rendez-vous, ils peuvent pas appeler ou ils savent pas trop comment ça fonctionne. Et donc moi, je les reçois pour évaluer la demande et je vois s'il y a un critère d'urgence ou non, si ils relèvent du point H ou si je peux les réorienter vers la médecine de ville pour faire le point. Des fois, il y a des petites choses que moi, en tant qu'infirmière, je peux déjà faire et puis on met un rendez-vous par la suite. Parce que du coup, il faut savoir que on a beaucoup de demandes et on est à 1 mois et demi de délai pour avoir un rendez-vous médical. Voilà. Donc 1 mois et demi, ce qui fait que dans l'intervalle, moi, j'essaye vraiment d'évaluer s'il y a une urgence à ce qu'il y ait une consultation rapidement. Soit j'oriente vers les urgences de l'hôpital si vraiment ça relève des urgences. Sinon, voilà, on a un médecin qui se détache entre deux pour me donner des avis, et on rajoute aux médecins en fait s'il faut, on a des petits créneaux, une petite marge de manœuvre, on va dire tous les jours pour vraiment les urgences du jour. Mais sinon, on a 1 mois et demi de délai. Voilà. Donc sur la journée, on va dire qu'il y a une cinquantaine au moins de personnes qui transitent au point H à l'accueil. Et donc à l'accueil, je me considère à l'accueil parce que du coup, on a 2 secrétaires médicales et moi, et donc à 3, on évalue toutes les demandes et du coup des fois qui sont assez compliquées avec la barrière de la langue, les gens qui, comme je disais, qui connaissent pas bien le système de santé, alors ils viennent au point H parce qu'on leur a parlé du point H, ils pensent que c'est l'hôpital, ou alors il y a une maladie, ils pensent au point H, donc ils viennent avec leur courrier d'assurance maladie. Enfin voilà, on doit faire le tri dans toutes les demandes, donc on a une cinquantaine de personnes qui transitent à l'accueil du point H par jour, au moins. Très bien, merci. Et on va passer à l'équipe mobile santé précarité. Et j'avais déjà une première question. Est-ce qu'il s'agit d'une antenne du point H ? Alors moi, je voulais démarrer par la médiation, parce que la médiation est un service du point H qui s'est développé en 2022 suite à une réponse du service pour un appel à manifestation d'intérêt. Donc il y a un 40% de médiatrices en santé qui est financé et un 10% de médecins coordinateurs. Donc comme l'a déjà évoqué Laetitia, l'idée c'est de pouvoir accompagner les personnes vers le droit commun, parce que le point H, c'est pas un cabinet de médecins généralistes. On a aussi des personnes qui sont installées à l'autre bout de Brest et continuer de venir au centre-ville, ça peut être difficile. Donc, les médecins du point H orientent les patients qui peuvent bénéficier d'un suivi en médecine de ville vers la médiatrice, qui organise avec les personnes, refait le point sur les droits sécu, voit avec eux quels médecins ils peuvent voir, appelle les médecins, accompagne parfois au premier rendez-vous. Ça, c'est la partie la plus
la plus dense, je pense, de la médiation. Et il y a une petite partie qui est répondre à des appels de partenaires très ciblés pour des personnes à domicile qui se déplacent plus ou qui sont très très éloignées du soin. Et là, la collègue médecin et la médiatrice vont rencontrer la personne et faire une évaluation globale et remettre de la médecine générale, des soins infirmiers chez des patients qui ont tout décroché depuis longtemps. Voilà en gros la médiation, et là c'est un service du point H. Voilà. D'accord. Et par rapport à la médiation en santé, avec Madame Cabon, on l'avait évoqué quand on s'était rencontrés il y a quelques semaines, le fait que les médecins généralistes peuvent avoir recours à de l'interprétariat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Du coup, la collègue du centre accueil précarité avait prévu le papier qu'on n'avait pas pris. Effectivement, en médecine générale, on peut avoir accès à de l'interprétariat téléphonique gratuitement. Voilà, on pourra vous laisser le flyer à la fin. Alors, l'interprétariat téléphonique, ça peut faire peur quand on l'a jamais pratiqué. C'est vraiment des entretiens un peu plus longs parce que vous avez une tierce personne qui traduit. Mais c'est aussi des entretiens où on a le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut évoquer avec la personne et on apprend très très vite à l'utiliser et ça permet quand même d'avoir accès à la parole authentique du patient. Donc c'est vraiment un outil à utiliser qui se développe et qui se développe gratuitement auprès des médecins généralistes et professionnels de santé, je crois. Tout le monde peut l'utiliser. Oui, du coup, au point H, les médecins utilisent l'interprétariat aussi téléphonique. Voilà. Pour éviter aussi parfois aux patients de venir avec leurs enfants, leurs cousins, et du coup d'avoir un interprétariat professionnel, c'est quand même très utile. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez évoquer Alors juste, moi, je suis pas la médiatrice en santé, donc je suis pas la meilleure personne pour présenter cette mission. Elle pouvait pas venir ce soir. Et c'est une mission qui a démarré vraiment fin novembre, début décembre. Et pour l'instant, les retours sont plutôt positifs. Les médecins préparent une synthèse médicale pour les médecins généralistes aussi, pour qu'il y ait déjà une idée de ce qui a été fait, des traitements en cours, des suivis. Voilà. Et ça se passe plutôt bien. Les retours qu'on en a, oui. Très bien, merci. Donc là, on va passer à l'équipe mobile santé précarité. Et donc, je repose ma question. Est-ce qu'il s'agit d'une antenne du point H? Alors, on est dans les locaux du point H. On utilise les locaux du point H. C'est vraiment une équipe à part entière. Et mais c'est pareil, c'est porté aussi par le point H. C'est lui qui a répondu à l'appel à projet en 2022 aussi. Quel appel à projet de l'ARS. C'est un dispositif national. Il y a une équipe mobile santé précarité par département. Voilà. Donc pas tout forcément porté par la Croix-Rouge, c'est porté par divers partenaires. Pour le Finistère, elle est basée à Brest, intervient essentiellement à Brest parce que c'est là où on a le plus de demandes. Et du coup, l'équipe est composée de un mi-temps médical, un mi-temps de travailleur social et un mi-temps d'infirmier. Voilà. Donc forcément à 3 mi-temps. Je vois qu'il y a des collègues du Relais Quérion et de Plougastel, on intervient très très ponctuellement sur ces territoires-là. Voilà. L'idée de l'équipe mobile santé précarité, c'est d'aller vers. C'est des dispositifs qui sont très développés. Maintenant, il y a énormément d'équipes mobiles. Ma collègue parlera de l'équipe mobile psychiatrie précarité. Il y a les équipes mobiles géronto. L'équipe mobile santé précarité, c'est vraiment d'aller au devant des personnes qui, pour faire court, vont pas au point H, n'ont pas vu de médecin depuis très longtemps, mais fréquentent on intervient dans les accueils de jour de la ville de Brest, où on propose une permanence médicale une fois par semaine. Et on ramène les gens vers le point H ou vers la médecine de ville aussi. Ça permet à des personnes de dire bonjour à du personnel médical et paramédical sur leur lieu de fréquentation, sans blouse, sans toute l'idée qu'ils se font et toutes les frayeurs qu'ils ont du milieu hospitalier. L'idée, c'est de travailler avec la personne. Alors, on a des permanences médicales où on voit un peu les personnes au tout venant. Et on propose aussi des accompagnements très individualisés, normalement sur 2 mois, mais vu les problématiques des personnes, souvent c'est quand même beaucoup plus long. Et là, on voit les personnes 1 à 2 fois par semaine. Voilà, pour remettre en place toute la partie sociale, hébergement, droit sécu. Souvent, il n'y a plus rien. Et sur la partie santé, il y a aussi beaucoup de travail à faire.
Il n'y a pas besoin d'avoir des droits sécu pour bénéficier de l'accompagnement équipe mobile. Donc, on a des personnes avec droit et des personnes sans droit. Il n'y a pas besoin non plus de bénéficier d'un titre de séjour ou d'un statut quelconque. Donc, on accueille et on peut accompagner toutes les personnes. Voilà. Je réfléchis. Et oui, il y a une mission plus temporaire qu'on fait aussi, qu'on répond à la demande de l'ARS, c'est d'intervenir quand il y a des primo-arrivants qui arrivent notamment dans les hôtels, qu'ils puissent rencontrer une infirmière ou un médecin dans les jours qui suivent l'arrivée pour évaluer, faire un bilan de santé à l'arrivée, les orienter point H, médecine de ville, etc. Donc là, on se déplace un peu aussi. On aimerait bien que le temps de travail augmente. Très bien, merci. Donc, bonsoir, moi je vais vous parler du centre accueil précarité qui dépend donc du CHU de Brest. Donc au centre accueil précarité, on a, on va dire, deux entités principalement. On a la PAS qui est la plateforme d'accès aux soins de santé et on a l'équipe mobile psychiatrie précarité. Donc, les missions de la PAS, c'est principalement tout ce qui va être les ouvertures de droits. Enfin, déjà pour préciser, nous, le public qu'on va rencontrer, c'est tous les publics, alors on va dire vraiment plutôt Brest, on est assez citadin, toute personne qui n'a pas de logement, c'est-à-dire qui est soit à la rue, en squat, alors pas de logement ou des logements précaires. Ça peut être des personnes qui sont aussi en CHRS ou qui sont logées un coup ici, un coup là, chez les amis ou des connaissances. Donc, toutes ces personnes, on a un public qui est local, hein, qui vont être des personnes qui ont plutôt un parcours de précarisation, des personnes seules, souvent avec des problématiques psychiques ou addictives. Et on a aussi toute une part de patients exilés, migrants, plus souvent demandeurs d'asile ou en situation irrégulière. Donc on reçoit, on peut voir vraiment toutes ces personnes. Au niveau de la PAS, on va surtout et principalement accompagner les personnes pour ouvrir les droits, notamment les droits sociaux, pour avoir un accès facilité aux soins. Donc, ça peut être des personnes qui sont arrivées par les urgences à l'hôpital. On se rend compte qu'il n'y a pas de droit ouvert. La PAS va être appelée, va faire le nécessaire pour essayer de faire valoir les droits auxquels a le droit la personne. Mais ça peut aussi être le point H qui nous amène des personnes que voient pour qu'on fasse les ouvertures de droits, notamment pour anticiper justement quand on sait qu'il va y avoir besoin d'une hospitalisation. C'est vraiment pour anticiper que les droits soient déjà ouverts au moment où la personne vient. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir après accompagner la personne vers le droit commun. On est toujours dans cette démarche de ne pas, voilà, même si on peut accompagner certains pendant un certain temps. L'équipe mobile psychiatrie précarité, donc comme son nom l'indique, c'est une équipe mobile qui travaille principalement avec tous les acteurs sociaux, médico-sociaux de la ville, donc avec une présence des permanences ou sur appel pour se déplacer dans toutes les structures ou tous les endroits où on peut trouver des personnes précaires, donc pour aller faire des évaluations psychiques. Donc dans l'équipe, on a, dans toutes les équipes, on a évidemment des assistantes sociales, on a des infirmiers et des psychologues et du temps. On a un petit peu de temps de psychiatre, on a du temps médical, mais vacant à l'heure actuelle. Voilà. Donc l'équipe mobile se déplace donc dans les structures, fait des évaluations. L'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a besoin d'orienter vers
vers un psychiatre. Alors en ville, ça commence à devenir compliqué. Les CMP, c'est compliqué. Donc c'est bien pour ça qu'on a un peu de temps de psychiatre, mais le relais après pour retourner vers le droit commun reste quand même un peu compliqué. Les psychologues, pareil, sont amenés à faire des suivis au long cours, alors que normalement, ça devrait être des suivis ponctuels pour pouvoir orienter. Et les infirmiers aussi font des suivis. Mais ça fait aussi la richesse, en sachant qu'on a quand même de plus en plus, enfin le public qu'on accueille et qu'on voit, c'est de plus en plus du public migrant. Donc avec l'utilisation de l'interprétariat, là encore, je vais un peu insister, mais c'est vrai que c'est hyper important, et même sur l'hôpital, on se rend compte que régulièrement, on est obligé d'aller dire d'utiliser l'interprétariat ou de le faire nous-mêmes parce qu'il y a des incompréhensions. On sait très bien que, par exemple, des annonces de diagnostic qui passent par quelqu'un de la famille ou autre, ça peut être très, très compliqué, mal reçu ou carrément pas dit à la personne parce que c'est trop dur pour le proche de le faire. Donc, vraiment, l'utilisation de l'interprétariat, c'est quelque chose chez nous qui est quotidien et pluri-quotidien. Du coup, je ne sais plus pourquoi je parlais de l'interprétariat, mais c'est pas grave. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Ouais, de plus en plus donc de patients migrants avec des parcours donc migratoires et des parcours vraiment traumatiques, donc qui ont besoin souvent quand même de suivi au long cours, que ce soit avec les psychologues, les psychiatres, voire même les infirmiers qui font énormément d'entretien de soutien. Voilà, donc on intervient, comme je vous dis, en intra-hospitalier, en extra-hospitalier, vraiment dans toutes les structures, que ce soit par des permanences ou à la demande. Merci beaucoup. On poursuit avec Madame Amélie Cornec, qui est médecin généraliste, et Monsieur Gilles Mazet, qui est responsable du pôle insertion précarité chez Coalia. Et donc, vous allez nous présenter ce soir les 5 dispositifs précarité de Coalia. On va partager le micro, du coup. Je vais commencer par les 2 premiers dispositifs où je travaille. Donc, les lits halte soins santé et les lits d'accueil médicalisés, qui sont situés dans la résidence Kermaria, dans le quartier de Lambézélec à Brest. Ce sont des hébergements. Donc, les lits halte soins santé, il y a 14 places pour héberger des personnes qui nécessitent des soins pour une pathologie aiguë, des soins qui ne relèvent pas d'une hospitalisation, mais permettre à des personnes sans domicile d'avoir des soins comme si elles en avaient un. En général, la prise en charge ne doit pas excéder 2 mois et elle est réévaluée en fonction de l'évolution de l'état de santé. Alors que pour les lits d'accueil médicalisés, ça concerne des patients qui présentent une pathologie chronique, des pathologies assez lourdes, avec perte d'autonomie, voire pronostic sombre. Donc on a 19 places, mais là à vocation régionale. Donc c'est une équipe pluriprofessionnelle puisqu'il y a travailleurs sociaux, infirmiers, aides-soignants 24 heures sur 24, médecins, psychologues, équipe d'encadrement. Je pense que j'ai fait le tour. Infirmier, ouais. Infirmier aussi 24 heures sur 24. Voilà. Donc on est plutôt des dispositifs de second recours puisque les hébergements se font après orientation médico-sociale. Et donc, l'opportunité de l'hébergement, c'est au-delà des soins pour la pathologie pour laquelle on oriente, c'est aussi pouvoir proposer des soins de prévention, des mises à jour vaccinales et d'aller un petit peu plus loin dans les bilans de santé. Voilà. Non ? Ok, on est bien. Sur la résidence, il y a également des appartements de coordination thérapeutique qui là sont pour les patients aussi avec des pathologies chroniques, mais qui sont plus autonomes puisqu'ils vont dans leur appartement, ils vont pouvoir cuisiner, faire leurs courses, être vraiment autonomes. Ils sont accompagnés par une équipe infirmiers et travailleurs sociaux pour tout ce qui est coordination de leur parcours de soins. Donc, il y a 6 places. 3 places sur la structure et 3 places en diffus dans des appartements sur l'extérieur. Voilà. Je passe le relais pour... Alors,
lit halte soins santé, lit d'accueil médicalisé, donc les personnes sont accueillies quelle que soit leur situation administrative. Donc ça c'est un point important puisque qu'il y ait des droits ouverts ou pas, c'est pas la question. S'il n'y a pas de droit ouvert, c'est la structure qui prend en charge les traitements. Des prises en charge effectivement médico-sociales pour les deux structures, lit halte soins santé, lit d'accueil médicalisé, uniquement des personnes majeures pour ces deux structures-là. Tandis que sur les appartements de coordination thérapeutique, on va aussi s'adresser, donc 6 places, mais on va aussi s'adresser à des enfants. Donc, possibilité d'accueillir des enfants. Et à ce moment-là, on va travailler effectivement avec leurs parents, puisqu'on n'accueillera pas d'enfants sans accompagnant. La particularité effectivement des appartements de coordination thérapeutique, c'est au-delà même des parents accompagnants, on peut aussi accueillir des accompagnants majeurs. Voilà. Des personnes qui vont être plus autonomes dans les appartements de coordination thérapeutique et pour des pathologies censément moins lourdes, sachant que nous sommes toujours, voilà, il y a un diagnostic de départ et parfois le parcours des personnes fait qu'elles n'ont pas vu de médecin depuis longtemps, elles sont juste diagnostiquées pour une problématique et si on bilante derrière, on va trouver d'autres pathologies qui vont se révéler là. Notamment, je pense aussi au lit halte soins santé, où ça, fréquemment, effectivement, la personne, elle arrive pour une fracture du tibia. Bon, elle n'a pas vu de médecin depuis 15 ans. On en profite pour la bilanter, et là, il y a un crabe qui se balade. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas une remise à la rue. Lit halte soins santé, la porte d'entrée, c'est l'aspect médical. C'est aussi l'aspect médical qui va décider de la sortie. Donc, lorsque la personne, les soins sont effectués, si c'est 3 semaines, 1 mois, derrière, c'est une sortie qui peut être une sortie sèche à la rue. Puisqu'il y a des personnes, de toute façon, au regard de leur situation administrative, on n'arrivera pas à débloquer la situation. Elles vont rester dans une espèce de no man's land administrative pendant des années. Voilà. Et la vocation de la structure, c'est du soin. Donc, on reste vraiment ancré sur cette question-là. Autre dispositif, le dispositif santé réfugiés, qui est un dispositif qui est implanté à Recouvrance, donc a ouvert en 2020, janvier 2020, qui s'adresse à un public vraiment spécifique, public réfugié. Et derrière public réfugié, il faut entendre réfugié au sens de la Convention de Genève. Voilà, donc quelque chose de bien spécifique. Et là, un binôme infirmier travailleur social. Les personnes sont orientées pour des problématiques plus ou moins ciblées. Ça peut être aussi la problématique la difficulté à se repérer dans le système de soins français. Voilà. Et donc, on va travailler avec ces personnes-là. Beaucoup de personnes sont allophones, donc on va aussi travailler beaucoup à partir de l'interprétariat, beaucoup d'accompagnement physique chez les médecins, chez les spécialistes, reprendre en aval du rendez-vous le contenu du rendez-vous avec la personne, lui réexpliquer pour voir, aller vérifier qu'elle a bien compris tous les enjeux, parce qu'on va aller sur des interventions chirurgicales, parce qu'on va aller sur des traitements qui peuvent être lourds, parce qu'il y a des examens de santé à faire dont elle n'a jamais entendu parler. Voilà, on arrive du fin fond de l'Afghanistan, puis on nous annonce qu'il faut qu'on aille faire un scanner. Voilà, donc tout ça, ça demande du temps. Ça demande de l'accompagnement physique, de l'explication, des outils traduits. Donc, on a un certain nombre de partenaires avec lesquels on va travailler. Je pense notamment au réseau Loguillou, qui va à la fois proposer de la traduction, mais aussi un certain nombre d'outils traduits qui vont nous permettre de faciliter ce travail d'accompagnement. Pas de limitation de durée de l'accompagnement. Voilà, c'est vraiment en fonction de la problématique, on va ajuster le contrat d'accompagnement. Là aussi, possibilité d'accompagner des parents dans la problématique de prise en charge de la santé de leur enfant. Autre dispositif dans ce panel de dispositifs qui est un peu à côté, qui n'est pas spécifiquement Coalia, qui dépend du GCSMS, un chez soi d'abord. Le GCSMS, donc groupement de coopération sociale médico-sociale, ce groupement, il réunit le CHU, l'association Coalia, et l'agence immobilière à vocation sociale ALMA. Ce dispositif, un chez soi d'abord, propose à des personnes sans domicile fixe, on reste quand même sur l'ensemble des dispositifs
axé sur cette problématique-là, propose à des personnes sans domicile fixe, avec une pathologie mentale sévère, leur propose de les mettre directement en logement, directement de la rue en logement, sans préjuger de leur capacité. Voilà. On va s'adresser à des personnes qui sont plutôt sur le champ des psychoses, donc troubles bipolaires ou schizophrénie. Et on va les accompagner. On a donc une équipe pluriprofessionnelle qui est présente en semaine. Donc on a un médecin généraliste, psychiatre, infirmier, travailleurs sociaux, médiateurs pairs qui vont les accompagner dans leur projet. J'insiste bien là-dessus parce que lorsqu'on dit mise en logement, c'est une proposition de logement. Donc on propose à la personne un logement. Si ça ne lui convient pas, on lui en propose un deuxième. Et voilà, elle va faire son choix de logement. Ça va être le point de départ, le point d'accroche avec la personne. Et à partir de là, on va travailler en fonction de ses envies, en fonction de ses besoins. La seule obligation de la personne, c'est d'accepter de nous voir une fois par semaine. Pas d'obligation de soins, pas d'obligation s'il y a des addictions d'engager un traitement sur les addictions. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler dans la durée avec ces personnes. Puisque le constat qui a été fait, c'est effectivement, c'est beaucoup de ces personnes entrent en structure, ça se passe mal, il y a une rupture, retour à la rue, et puis 6 mois, 1 an après, elle réengage un parcours avec une nouvelle structure, c'est compliqué, pof, remise à la rue, et on réengage le parcours. Là, l'idée, voilà, on va travailler dans la durée. Quand ça se passe mal dans un logement, on propose un deuxième logement. Ça se passe mal dans le deuxième logement, on propose un troisième. Puis s'il y a un temps sans logement, on va continuer à l'accompagner dans la rue. Voilà. C'est l'idée qui est le fil conducteur, c'est vraiment ça, la durée. Donc 55 places. Le dispositif a démarré en mai 2021. On est donc en période de montée en charge. Et avec 2 ans pour monter en charge à 55 places. En dehors du temps de présence en journée, on a aussi une astreinte 24/24 qui permet de répondre aux urgences, aux angoisses des personnes. Voilà. Par contre, l'astreinte ne va pas se déplacer à domicile, mais répond au téléphone. Alors, ce sont des logements diffus et c'est comme un système de sous-location. Donc, la personne, elle a un bail de location. Donc, chez Soi d'abord loue à des propriétaires privés, à des bailleurs publics, et sous-loue ensuite à la personne. C'est son logement. Merci pour ces explications. Hop. Alors, donc, je me tourne à présent vers Madame Sophie Lemaine, donc, qui travaille chez Alvéole en tant que chargée de prévention au sein du SPASAD et médiatrice en santé au centre infirmier et dentaire. Et donc, vous allez nous parler plus spécifiquement du rôle du médiateur en santé. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les missions d'Alvéole ? Bonjour à tous. Du coup, Alvéole, en fait, on est une structure. Enfin, Alvéole, c'est assez gros. On a un service d'aide à domicile et soins infirmiers sur Brest, essentiellement sur Brest. On a un centre de santé infirmier sur Brest aussi. On a un EHPAD sur Guilher, une résidence, un village senior à Guilher, et on a des centres dentaires et optiques sur tout le Finistère. Sur Alvéole. Et moi, j'interviens du coup en médiatrice en santé que pour les centres dentaires et centres de santé infirmiers, pour le public déjà accompagné dans les centres. Voilà. Et du coup, je continue. Ouais. Du coup, le poste de médiateur en santé s'est mis en place il y a 6 mois, c'est tout nouveau, suite à la réponse, enfin à la volonté d'Alvéole de répondre à l'accord national en fait des centres de santé qui a incité en fait à mettre ce poste de médiateur en place. Du coup, ça fait tout juste 6 mois. Pour les centres de santé, pour le centre de santé infirmier de Brest et centre dentaire. En fait, le poste de médiateur, c'est pas du tout le rôle de médiation entre professionnels ou quoi que ce soit. C'est vraiment en fait l'accompagnement des publics vulnérables accompagnés dans nos centres de santé vers l'accès aux droits, accès aux soins. Alors, on est sur un deuxième niveau, niveau précarité, parce qu'en fait, c'est, si vous voulez, les professionnels donc les professionnels qui accompagnent les personnes se rendent compte qu'il y a des difficultés auprès du public en faisant les soins, en allant au domicile, peuvent orienter vers moi
alors bien sûr avec l'accord de la personne, par contre nous c'est qu'avec l'accord de la personne, pour par exemple ça peut être pas de médecin traitant en place, donc la recherche de médecin traitant, on se rend compte que l'accès au droit, tout n'est pas fait, donc en fait c'est vraiment faire avec la personne, la rendre autonome, c'est pas faire pour, donc c'est un peu booster et lancer la personne pour faire les démarches, aller des fois accompagner, mettre en place, on se rend compte qu'au niveau social c'est un petit peu compliqué familialement parlant, l'orienter vers les centres départementaux, voilà, c'est vraiment là-dessus. Et après, ces publics vulnérables, c'est assez large, hein. Ça peut être problème d'accès au droit, comme problème de langue et du coup, difficulté à communiquer avec le professionnel de santé sur les besoins et ce qu'il y a vraiment à mettre en place, problème de logement, enfin, c'est vraiment assez varié. Donc là, ça a démarré il y a 6 mois, mais vraiment il y a 3 mois avec le démarrage d'accompagnement. Donc du coup, sur tout le Finistère. Voilà. Et depuis que ça a démarré, justement, vous avez vu combien de personnes? Une vingtaine de personnes là, sur les 2 derniers mois. Alors ça peut aller du renseignement ou de la liaison avec, par exemple, l'assistante sociale de secteur, la CAF, la Sécu, enfin vraiment ça peut être quelque chose de très simple et facile et ponctuel, ou en fait ça peut aussi aller du professionnel qui se rend compte qu'il y a un problème de logement, la personne est en discutant en fait pendant le soin et au final il y a une expulsion en cours, la personne est complètement perdue dans ses démarches administratives et voilà, là ça peut être un plus long suivi ou problème financier et aider et accompagner vers les bons partenaires. C'est vraiment un travail avec les partenaires du secteur et du coup, comme il y a tout le Finistère, on boutique avec les partenaires de tout le Finistère. Et les partenaires, c'est quel type de partenaires que vous avez? Ça peut être l'hôpital, les centres départementaux, la CAF, la Sécu. C'est ça. Là, c'est principalement la sous-préfecture. C'est vraiment assez varié. Et sur une situation, on peut avoir plusieurs partenaires assez divers. Les tuteurs, le mandataire judiciaire aussi. C'est assez varié. Voilà. Ça peut être aussi l'assurance. C'est un peu, vraiment varié pour le coup. Ou le médecin traitant, des fois, quand même. Voilà. Et après, dans le poste de médiateur, il y a aussi sensibiliser les professionnels qui interviennent auprès de ce public, justement à l'accompagnement de ce public et comment une personne nous donne une info, par exemple, une suspicion de maltraitance ou des choses comme ça, comment prendre en charge et justement faire quelque chose pour des professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude d'être confrontés à des situations de vulnérabilité, quoi. Voilà. Donc avec des actions collectives, des actions de prévention ou de sensibilisation auprès des professionnels aussi qui interviennent au domicile. Ou présentation de dispositifs qui existent sur le Finistère pour qu'ils soient aussi au plus près, pour orienter directement des fois les personnes sur aller voir telle structure qui pourront vous aider avec tel dispositif. Voilà. Essentiellement. Donc là, ça démarre. Donc là, on reste sur les personnes accompagnées dans nos centres de santé. Le but est, parce qu'on a des échelons à aussi nous respecter dans cet accord, d'ouvrir sur l'extérieur. C'est-à-dire, on en parlait avec des collègues, peut-être des permanences pour des personnes en situation de précarité au niveau des soins dentaires ou voir comment on peut articuler en fait nos professionnels pour vraiment le public sur le territoire. Alors ça, c'est pas tout de suite, c'est en cours, on va devoir y aller de toute façon. On espère y aller parce que il y a de la demande et puis c'est aussi dans nos projets. Donc ça fait 6 mois qu'on démarre, donc j'espère assez vite. Des beaux projets en tout cas. Merci. Et donc pour conclure cette table ronde, donc nous avons ce soir Clémence Le Goff qui est coordinatrice du Marsouin du bout du monde et Maïna Houssier qui est responsable des antennes Marsouin. Donc le Marsouin, c'est un dispositif qui est porté par l'association À vos soins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette association? Oui, nous pouvons. Alors, l'association À vos soins porte le dispositif Marsouin. C'est une association qui est basée à Saint-Nazaire. On a 2 activités. On gère un centre de santé polyvalent avec des médecins généralistes et des infirmières, toujours sur Saint-Nazaire. Et on a développé le dispositif Marsouin en 2017, avec une première unité mobile qui œuvre sur Saint-Nazaire toujours, avec des actions ponctuelles dans le milieu rural.
Et en fait, voilà, il y a eu un fort engouement autour du dispositif, donc qui propose des dépistages gratuits pour la population en allant au plus près, donc sur l'espace public, à proximité de structures sociales, des établissements scolaires. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir être présent partout et pour tous, et de proposer donc des actions thématiques. Bon, Clémence reviendra plus en détail sur ce qui nous intéresse sur le territoire ici. Mais donc voilà, on a eu beaucoup de sollicitations qui allaient au-delà de Saint-Nazaire, au-delà du département, de la région. Et donc on a été amené à enclencher une démarche d'essaimage. Donc le Marsouin du bout du monde est la première antenne qui a été montée en 2020. Donc elle œuvre sur le territoire de la presqu'île de Crozon, la communauté de communes du Pays de Landerneau, et des actions ponctuelles donc sur Brest, d'où aussi notre présence aujourd'hui. Et donc voilà, on a continué à essaimer le dispositif, et aujourd'hui on a quatre camions sur le Grand Ouest, donc avec un troisième qui a vu le jour sur Châteaubriand, donc en Loire-Atlantique, et un quatrième il y a un mois sur le Pays de Redon. Donc là on est à cheval Bretagne, Pays de la Loire. Vous voulez qu'on poursuive là sur oui, le détail? Vous pouvez poursuivre sur... Ok, super. Donc Clément, ça va revenir plus en détail sur le Marsouin du bout du monde en vous présentant le planning actuel et comment ça s'articule, comment ça fonctionne. Pour organiser nos actions de prévention, on les planifie sur 4 mois. Alors là, c'est un planning sur 5 mois, puisqu'il y a les vacances, mes vacances en l'occurrence, incluses dedans. Pour aller vers les publics, on communique beaucoup sur nos actions via ce planning. Vous allez retrouver dans le planning, à votre gauche, toutes les thématiques qu'on propose. Ce sont des bilans, des dépistages qui sont gratuits, ouverts à tous, sur le principe de 100 rendez-vous. Donc il y a 10 thématiques qu'on propose. On propose des actions de prévention autour des troubles de la mémoire, du dépistage dentaire, du dépistage visuel, des bilans auditifs, des check-ups en santé, des temps d'information autour du tabac et des autres produits, des moments de bien-être aussi, puisque l'idée c'est bien d'être dans son corps mais aussi d'être bien dans sa tête. On propose des bilans nutritionnels, des temps d'échange avec une psychologue sous le prisme « Parler, ça fait du bien », des mots sur des mots. Et enfin, c'est une thématique sur les relations affectives et la santé sexuelle. Et donc, on se déplace sur les territoires. Presqu'île de Crozon, Pays Landerneau d'Aulas, et du coup, il y a eu, durant le premier trimestre 2023, quelques actions sur Brest. On a aujourd'hui 25 lieux d'intervention sur le Finistère. On travaille avec des collectivités, les mairies, les associations caritatives, les Restos du Cœur, le Secours populaire. On mène aussi des actions de prévention à la sortie des écoles. Donc on a un certain nombre de partenaires et on essaie vraiment de disperser nos actions de prévention pour faire un planning coloré à l'image du camion que vous allez pouvoir visiter tout à l'heure si vous le souhaitez. Et alors, qui se cache derrière le Marsouin du bout du monde? La particularité du projet, c'est que ce sont des professionnels de santé qui sont bénévoles ou mis à disposition par des partenaires. Comme partenaire, on a Audica, qui met à disposition des audioprothésistes pour faire les bilans auditifs. On a également un partenariat avec le centre hospitalier de Landerneau-Lesneven, qui met à disposition une infirmière pour mener les actions de prévention autour des addictions. Et aujourd'hui, c'est une belle équipe de 25 professionnels de santé. Donc, on retrouve des médecins généralistes, des dentistes, des audioprothésistes. J'en oublie parce qu'ils sont nombreux, des diététiciens nutritionnistes, psychologues, donc des socio-esthéticiennes, réflexologues plantaires, kinésithérapeutes. Pour faire déplacer l'unité mobile d'un point A à un point B, ce sont également 5 chauffeurs qui sont bénévoles et qui ont leur permis. Je suis également entourée sur les actions de prévention d'accueillants. L'idée, en tout cas, du Marsouin, c'est de proposer des actions de prévention qui soient bienveillantes, dans la bonne humeur, dans la joie, la bonne humeur. On propose un café, un thé, on discute avec les gens, on les écoute, on les oriente. L'objectif du Marsouin, c'est bien aussi de proposer un temps en individuel et d'orienter en fait la personne vers l'offre de soins du territoire. Donc, quand la personne vient pour un bilan,
Elle aura un temps avec le professionnel de santé, donc le bilan. Le professionnel de santé va prendre le temps avec la personne de remplir une fiche de préconisation, les conseils, les messages de prévention. Il va définir une orientation si des soins sont nécessaires et le degré d'urgence pour réaliser ces soins. Ça peut être de façon très urgente. Ça peut nécessiter plus de mois. En tout cas, le professionnel de santé va dire que il n'y a pas de degré d'urgence, ou ça peut être dans l'année. Donc la personne va ressortir avec cette fiche de préconisation et avec avec une liste très détaillée sur la thématique qui est abordée. Si c'est un dépistage dentaire, elle va ressortir avec une liste très très détaillée, recto verso, des dentistes du territoire. L'enjeu, c'est de proposer de la prévention et l'éducation en santé, mais aussi fluidifier les parcours vers le soin. On travaille aussi avec des bénévoles qui communiquent sur nos actions de prévention en déposant des affiches, des flyers dans les différentes communes. Et donc moi, je suis la salariée en local, mais je suis entourée d'une belle équipe, puisque du coup, il y a Maïna qui m'accompagne en tout cas sur le déploiement et du Marsouin du bout du monde. On a du coup un co-directeur, donc responsable des antennes. J'ai dit co-déploiement, mais c'est responsable des antennes. Mais j'ai une collègue qui travaille aussi au déploiement à l'essaimage dans le Grand Ouest. Un développeur web, puisqu'en fait l'objectif, c'est aussi d'éditer des bilans sur nos actions de prévention, qu'elles produisent auprès des personnes, et on a aussi un service financier. Donc une belle équipe aujourd'hui de 40 professionnels qui s'investissent au quotidien dans l'aventure Marsouin, et avec pour beaucoup d'entre eux en fait une grosse part de bénévolat. Donc c'est super de mobiliser autant de monde sur un territoire comme le Finistère. Juste pour compléter aussi, quand on indique à la personne qui a un besoin de soins, donc en effet, il y a la fiche de préconisation qui le mentionne, où on adosse donc la liste des professionnels du territoire élargie. On a bien conscience des tensions propres au territoire où on intervient, et même au-delà. Et quand la personne ressort, on lui propose de répondre aussi à quelques questions anonymes. Donc là, c'est une application qui a été développée en interne et qui nous permet d'évaluer nos actions. Mais pas seulement, ça nous permet de prendre un temps avec la personne et d'échanger aussi sur sa place dans son parcours en fait de soins. Est-ce qu'elle a bien des droits qui sont ouverts? Est-ce qu'elle a un médecin traitant? Est-ce qu'elle renonce à des soins, et si oui, lesquels? Et en fonction des réponses que la personne nous apporte et des difficultés qu'on peut ressentir dans sa capacité aussi à enclencher les choses, selon les partenariats que l'on a mis en place, donc avec l'assurance maladie ou avec la MSA également, on peut être amené à transmettre des fiches de liaison, des saisines, pour que le relais ensuite soit pris par ces partenaires pour les accompagner jusqu'à la réalisation du soin. Là, on vous a mis quelques chiffres, bon, il y en a un petit paquet quand même, pour avoir une vision un peu de la portée en tout cas de nos actions depuis le lancement. Donc ça fait 2 ans et demi, c'était en novembre 2020 qu'on a débuté. Donc ça représente 1637 personnes qu'on a pu accueillir individuellement, mais on a aussi certains lieux où on peut intervenir, on peut adosser aussi du collectif. Par exemple, sur le volet nutritionnel, on peut proposer au pied du camion un stand avec comment concevoir un goûter équilibré ou un petit déjeuner équilibré. Donc c'est l'occasion aussi de capter la population d'une façon différente sur du collectif, de transmettre des messages et aussi de les inviter dans un second temps à monter dans le camion si la personne en a envie, un peu de temps, et là de prendre un temps individuel avec le professionnel de santé. Donc on a aussi des formats en école où il y a eu un temps collectif dans une classe autour de l'hygiène bucco-dentaire par exemple, et à la sortie de la classe, les parents étaient conviés à venir avec leurs enfants faire un dépistage dentaire dans le camion. Donc voilà, on s'adapte nous aussi au format et aux besoins, aux demandes de certains partenaires et puis du territoire. Donc on peut remarquer qu'on a un peu plus de la moitié des personnes qu'on a réorientées vers un besoin de soins ou un besoin de suivi ou de dépistage complémentaire, avec des taux d'orientation qui diffèrent d'une thématique à l'autre. Avec on voit bien certaines thématiques qui sont très 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 en tension, et puis d'autres thématiques où on a beaucoup de conseils, messages de prévention là qui vont être un peu plus prégnants sur les temps d'échange. Et avec une population aussi un peu plus de 50% bénéficiaires ont plus de 60 ans. Mais voilà, œuvrant sur la presqu'île de Crozon, on sait que c'est aussi une population qui est vieillissante, donc ça reflète aussi la population qu'on rencontre.
Alors j'avais une question au niveau du Martien du bout du monde. Est-ce que vous avez des pistes de futurs projets pour le Marsouin? Oui, on souhaite toujours donc développer en fait le Marsouin. Donc on va aller sur des nouvelles communes. Au prochain planning, il y aura notamment la commune de l'Opérette, Saint-Onan, c'est pas votre territoire d'intervention, l'hôpital Canfroute. On édite aussi, en tout cas, on va rencontrer les services techniques, services promotion de la santé et le DSU de Brest, puisqu'en fait, on a mené 4 actions brestoises au premier trimestre 2023. Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur éditer un bilan et de voir en fait aussi s'il y a une pérennisation des actions au sein des différents quartiers prioritaires. On a le souhait de pouvoir déployer des thématiques, de nouvelles thématiques, notamment le trouble de la mémoire, c'est une nouvelle thématique au planning. On aimerait pouvoir intervenir aussi sur d'autres thématiques. Là, du coup, on est en travail avec la CPTS pour pourquoi pas mettre des actions de prévention autour des troubles respiratoires. On est au prochain planning en octobre, on va travailler sur une nouvelle thématique autour de la grossesse et du nouveau-né dans l'idée de prévenir la plagiocéphalie, la bronchiolite et de pouvoir apporter des messages de prévention autour de la diversification alimentaire et de l'allaitement. Après, nos projets, ils sont aussi beaucoup liés en fait au souhait d'investissement des professionnels de santé. En tout cas, tout professionnel de santé peut trouver une place dans le dispositif. Toute personne peut aussi devenir accueillante. Et si vous connaissez des personnes qui ont les permis poids lourds, ils sont aussi les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Oui, on voulait juste faire un petit clin d'œil aussi avec un montage financier public-privé. On est à peu près 50-50 entre des financements publics. En l'occurrence, on avait répondu aussi à l'AMI de l'ARS qui nous permet d'avoir une visibilité sur 3 ans, sur une partie du budget. Donc déjà, c'est rassurant, ça fait du bien aussi. Et puis c'est une reconnaissance aussi sur le dispositif. Et puis c'est tous les ans des recherches de financement privé aussi pour réussir à équilibrer et puis projeter le Marsouin d'une année sur l'autre. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a des réactions ou questions pour les différents intervenants? Oui, donc c'est pour la médiation santé sur alvéole. Accompagnement, ça va jusqu'où? Est-ce que ça veut dire que vous pouvez éventuellement, si nécessaire, accompagner, comme j'ai entendu que c'était possible sur Brest, à un rendez-vous? Voilà, vous êtes sur de l'accompagnement physique possible. Oui, physique possible. Si vraiment la personne a une difficulté, le but, c'est de la lancer vers l'accès au droit, accès aux soins. Si un premier rendez-vous est nécessaire, on le fait. C'est arrivé une fois. Après, le but, c'est pas que ça se pérennise dans le temps. Le but, c'est justement trouver le bon partenaire qui va accompagner la personne dans le temps s'il y a un accompagnement plus long à prévoir. Voilà. C'est plus le relais c'est vraiment un relais, quoi. Merci. Et juste par rapport à votre projet en devenir, vous espérez à court, moyen terme, faut savoir qu'il y a actuellement une réflexion qui est animée par l'ARS, Muriel Lastenay, sur l'accès aux soins dentaires pour les publics en situation de précarité. Donc c'est vrai que ça me semblait intéressant, je ne sais pas si vous le saviez. Mais il est encore peut-être temps de se raccrocher sur cette réflexion-là. On a reçu hier ou avant-hier la prochaine date. Peut-être la directrice est au courant, je pense, sûrement, parce que c'est elle qui suit D'accord. Niveau de... Mais je vais lui en parler. Merci. Merci. Moi, j'aurais voulu savoir ce que c'était exactement Coalia. J'ai jamais entendu parler de cet acronyme et c'est une association. Voilà. Qui êtes-vous? On avait prévu de pas le dire, mais bon. Alors, Coalia, ça veut rien dire du tout. Je sais pas, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pas connu comment l'AFTAM. L'AFTAM, non, ça vous dit rien? Il y a quelques années, au centre du quartier de Pontanezen, on est juste à côté, il y avait un foyer de travailleurs migrants
Voilà, et donc c'était un foyer qui dépendait de cette association, l'AFTAM. Et AFTAM, ça voulait dire Association pour la formation des travailleurs africains et malgaches. Voilà. Et donc Coalia, c'est le changement de nom de l'AFTAM, parce qu'effectivement, l'activité de démarrage de cette association-là était centrée sur les publics liés à la décolonisation, en fait. Donc formation des travailleurs africains et malgaches, voilà. Et donc au bout d'un moment donné, l'activité de l'association, elle s'est diversifiée. Et le nom, il nous collait au basque, quoi, parce que pour tout le monde, l'AFTAM, c'était les migrants. Oui, mais non. On a aussi des personnes âgées, on a aussi des femmes, des masses, donc des foyers d'accueil médicalisés, des maisons d'accueil spécialisées, donc pour des publics handicapés. On a aussi des dispositifs santé précarité, notamment sur Brest. Donc voilà, une activité qui est sur tous les champs du social désormais. D'où la volonté, à un moment donné, de l'association de changer de nom et d'avoir un nom un peu passe-partout, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, et donc, grosse association, près de 5000 salariés au niveau national. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions avant qu'on clôture? Oui. Oui, bonjour. On se pose aussi souvent la question, enfin moi je suis spécialiste, on dit comment on peut rendre service, s'intégrer dans un parcours, parce que bien évidemment il y a un accès aux soins difficile déjà, l'accès jusqu'aux médecins généralistes, mais ces patients on les voit pas dans les cabinets de spécialité ou très très peu ou à des stades très avancés. Alors c'est vrai qu'on travaille aussi avec peut-être plus de technicité et le côté mobile est des fois plus délicat, mais comment vous voyez éventuellement l'aide ou le recours aux spécialistes en fait? Il y a différents types de précarité auxquels vous travaillez chacun, mais est-ce que c'est quelque chose de toute manière vous vous posez plus trop la question à part dans des cas extrêmes où finalement le médecin généraliste fait l'ensemble de la prise en charge. Et je pense que, j'imagine, c'est ce qui se passe le plus souvent, mais est-ce qu'il y a des besoins quand même qui restent importants d'accès réel aux spécialistes, ouais. Et comment on pourrait éventuellement vous aider dans cet axe-là? Je regarde ma collègue médecin généraliste parce que j'ai pas précisé, mais Amélie Cornec travaille aussi au point H dans les deux structures. Moi, je pense qu'on oriente beaucoup vers les spécialistes, au point H en tout cas. Les médecins généralistes restent des médecins généralistes et quand c'est nécessaire d'orienter vers le spécialiste, elles le font. Que la personne soit précaire ou pas, je pense que ça change rien dans la prise en soin du patient. En tout cas, il doit avoir accès aux mêmes soins que tout à chacun. Donc on oriente énormément vers les spécialistes. Enfin, je dis ça énormément parce que j'ai l'impression au secrétariat qu'on prend beaucoup de rendez-vous. Je dis on prend les rendez-vous parce que c'est les secrétaires qui prennent beaucoup les rendez-vous pour les patients parce que du coup, comme il y a cette difficulté, la barrière de la langue, tout ça. On oriente beaucoup vers le CHU pour des raisons pratico-pratiques. D'une part, il n'y a pas d'avance de frais. Il y a l'accès facilité normalement à l'interprétariat professionnel. Et pour nous, il y a plus de facilité souvent à récupérer les comptes rendus et tout ça. Enfin voilà. Donc on oriente beaucoup au CHU, mais pas que, vers des cabinets de médecins spécialistes. Aussi, des cardiologues, tout ça. Ça reste difficile en fonction de l'offre de soins. On sait que les cardiologues, les dentistes, c'est difficile. Voilà, je regarde ma collègue. T'as peut-être des choses à ajouter, toi? C'est vrai qu'on travaille plus facilement avec le CHU aussi pour des questions d'interprétariat. Parce qu'on sait aussi qu'une partie des patients précaires ont du mal à tenir le rendez-vous. Et qu'en médecine libérale, des rendez-vous non honorés, c'est plus compliqué à gérer qu'en milieu hospitalier. Mais il y a quand même des spécialités vers lesquelles on oriente plus, notamment, je pense, cardio, hépatogastro et psychiatrie quand on peut. Voilà. Rhumato. C'est vrai qu'en ce moment, on oriente pas mal vers la rhumato.
mais au contraire, il y a des gros besoins en médecine spécialiste. Dans les cabinets de ville, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu ça la question, non? Après, ça dépend aussi de certains dispositifs, mais je vois sur le dispositif santé réfugiés, on est à la recherche constamment de nouveaux professionnels, de nouveaux spécialistes, voilà, parce qu'on a un réseau assez important de 140, 150 maintenant professionnels de santé, mais effectivement, l'idée c'est aussi de ne pas orienter toujours vers le même spécialiste. Parce que c'est aussi le risque de faire un spécialiste aussi de la précarité, et voilà, il y a que lui qui va prendre cette patientèle-là. Donc l'idée c'est bien aussi, en fonction des lieux d'habitation des personnes, que ce soit à proximité, voilà, comme tout à chacun en fait, quoi. Et donc on est toujours quand même à la recherche de professionnels de santé. Donc est-ce que sur la grande précarité, il y a aussi un questionnement de je sais pas, pas de créneau dédié, mais de se sentir mal à l'aise dans un cabinet en cohabitation avec, on va dire, le reste de la population. Enfin, ce genre de choses, c'est une vraie problématique pour vous? Alors, ça se pose, de la même façon que la question de de l'avance de frais, un certain nombre de difficultés comme ça. Donc, mais effectivement, on peut avoir, par exemple, la question des addictions ou de la santé mentale. Effectivement, quelqu'un qui débarque dans une salle d'attente qui est pleine, qui dort à la rue tous les jours, qui sent pas bon, qui éventuellement s'est fait dessus, qui est un peu alcoolisé, qui a des troubles psychiques, voilà. Bon, certains cabinets, voilà, et à certaines heures, ça peut être un peu plus délicat. Mais effectivement, en termes de réponse derrière, c'est comment on peut s'arranger pour qu'il y ait un rendez-vous, peut-être en fin de journée ou en tout début de journée, dès qu'il y a le rendez-vous. Et puis, parce que on a aussi des personnes, parfois, la question d'attendre. Voilà, il y a des difficultés à attendre. Donc, s'il y a un décalage du rendez-vous d'une demi-heure, trois quarts d'heure, la personne est part. Et puis, voilà, parce que pour différentes raisons, mais voilà, donc c'est aussi ça, quoi, parfois aussi simple que ça, voilà. Et autrement, effectivement, la question de la traduction, quoi. Enfin, c'est voilà, et je crois que en termes de professionnels, des choses qu'on peut voir, par exemple. Moi, je pense à des personnes, par exemple, elles vont chez un dentiste. Il y a des douleurs dentaires, il y a une prescription de Doliprane. Elles vont chez leur généraliste, il y a une autre douleur, il y a une prescription de Doliprane. Et puis il y a un troisième médecin qui est dans la boucle, il y a une prescription de Doliprane. Et on a des personnes qui prennent 10 Doliprane par jour. Voilà, donc c'est aussi comment être attentif à ça, quoi. C'est-à-dire que la question de la compréhension de ce que c'est que le traitement, de l'impact, d'aller vérifier si un autre professionnel de santé n'a pas déjà entamé quelque chose. Je pense à un gars, un jour on l'a retrouvé dans le coma. En fait, il devait être au boulot le matin, il n'arrive pas au boulot, et on va voir dans son logement. Et il était dans le coma. Il était dans le coma parce qu'il avait un traitement assez bénin. Il devait prendre 3 gouttes par jour. Mais 3 gouttes, il savait pas. Lui, il prenait 3 cuillères à soupe. Donc voilà. Donc c'est parfois aussi bête que ça, quoi. Mais sur la question de la question de la langue, de la compréhension, aussi c'est aussi ça, quoi. Prendre le temps que la personne. Voilà. On est avec des personnes. Souvent, on les accompagne. Ils sont en face du médecin, du spécialiste. Qui explique quelque chose, et la personne en face, elle a oui, elle a tout compris, non. On sort de là, on lui dit on va reprendre. Qu'est-ce que vous avez compris? Rien. Voilà. Donc c'est aussi parfois ça aussi dans la question des pratiques, quoi. Aller vérifier que l'information elle est bien passée, quoi, et prendre ce temps
qui est pas forcément très long, mais voilà, qui va garder parfois l'envie de la personne, parce que des fois, à la soigner, on la tue, quoi. Enfin. Et juste, je me permets de rajouter quelque chose dans votre question. J'entends aussi, nous, qu'est-ce qu'on fait finalement différemment des autres cabinets pour ces personnes-là. Donc, au-delà de tout ce qu'a dit Gilles, je pense concrètement au point H, on a un cadre très souple. C'est-à-dire que la personne, elle va louper un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Comme tu le disais, Amélie, pour nous, ça n'a pas d'impact en termes financiers. Donc, on peut se permettre, on va pas dire à la personne au bout de 3 rendez-vous manqués, stop. Non, on va essayer de comprendre du coup pourquoi le rendez-vous est manqué. Ah, parce qu'elle n'arrive pas à se lever le matin, c'est pas possible, ou il y a le colis alimentaire ce jour-là, ou elle a besoin d'un rappel SMS, on rappelle par SMS, ou il faut qu'on l'appelle directement. Enfin, voilà. Donc, peu importe si la personne elle loupe plein de rendez-vous, on va continuer à la voir. La personne, elle arrive pas à la bonne heure. Bah oui, parce qu'il faut savoir que, par exemple, chez les personnes africaines, si on dit pas 14h00, 14h59, c'est toujours 14h. Donc, ils arrivent 1 heure après. On va pas dire, pas de souci, on va vous voir. Non, il y a le travail d'éducation pour justement qu'elle puisse après aller dans le droit commun. Ça veut dire, non, le rendez-vous, c'était il y a 1 heure. On va vous voir aujourd'hui parce que vous avez besoin de votre renouvellement de traitement, c'est important, mais on va vous voir plus rapidement. Et la prochaine fois, il faudra faire attention d'arriver un peu plus à l'heure. Voilà, on a un cadre qui nous permet, on a un fonctionnement qui nous permet d'être très souple en fait dans notre cadre. Après, pour les personnes il y a des personnes qui peuvent pas tenir en salle d'attente, c'est pas possible. Des personnes notamment qui sont très marginalisées à la rue, ils sont avec leurs chiens. Ça va être pour certains venir plusieurs fois repérer les lieux, voir où leur chien va pouvoir attendre, les assurer que quelqu'un de l'accueil va pouvoir regarder par la fenêtre, surveiller le chien, leur dire vous pouvez attendre sur le parking, on viendra vous chercher sur le parking. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de petites choses qui font que on a des personnes qui ont des droits sécu, parlent français, mais qui n'arrivent pas à adhérer à un suivi classique par rapport à cause de ça. On va récupérer les comptes rendus parce qu'on sait qu'ils les ont pas. On va prendre les rendez-vous spécialistes en leur faisant, surtout pour les personnes migrantes, imprimer des plans fluotés pour leur montrer, donner les arrêts de bus pour leur expliquer comment se rendre à ce rendez-vous. Voilà, c'est ça qui diffère un petit peu d'un cabinet classique. Je pense. Il y a certains cabinets qui le font, mais voilà, en tout cas, notre particularité, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Juste, en fait, on se connaît quasiment tous très bien. Donc vous pouvez appeler à peu près n'importe qui en se disant que vous n'êtes pas au bon endroit. On arrivera à vous réorienter sans difficulté vers l'équipe mobile de psy avec qui on travaille, vers les LHSS. Faut pas hésiter à appeler quelqu'un d'entre nous. Nos activités sont très bordées et on sait qui fait quoi et quel public ça correspond. Et on travaille beaucoup ensemble. Par exemple, l'équipe mobile psychiatrie précarité, on l'a pas dit, mais on les voit toutes les semaines. Et des fois, la porte d'entrée, nous, c'est plutôt le somatique. Et puis, les grands psychotiques, des fois, leur problème, c'est le pied. Donc moi, je vais m'occuper du pied pendant 1 mois, 2 mois. Et puis, petit à petit, il y a la question de la confiance. Je fais intervenir le collègue qui est plus psychiatrique que moi. Et puis, on fait des petits échanges comme ça. Mais en tout cas, de pas hésiter à appeler, à nous demander. Parce qu'on a aussi une part de notre travail où on réoriente et on donne du conseil technique à tous les professionnels de santé. Oui, pour rebondir, en effet, c'est vrai qu'on se connaît et on travaille très très en lien. Sur le centre accueil précarité, on a aussi du temps délocalisé de médecins au point H, donc c'est vraiment des passerelles très importantes. Et puis oui, il faut pas hésiter à faire appel à nous parce qu'on peut juste apporter des conseils. Et pour rebondir, c'est vrai qu'on est là aussi en soutien aux équipes, notamment dans les travailleurs sociaux ou autres qui peuvent être en difficulté, notamment des fois face à des troubles psychiatriques, des troubles du comportement ou autres. On peut être là en soutien, que ce soit sur
de l'analyse de pratique, ou que ce soit sur de la formation, ou sur voilà, du soutien psychique un peu aux équipes aussi quand il y a des situations un peu compliquées. Hein, donc voilà, on peut aussi faire ce travail-là. Je suis professionnel de santé. Pourquoi pas être une ressource pour vous? C'est comme ça que j'avais entendu la question, et j'ai trouvé que la réponse était un petit peu dans l'autre sens. Comment nous on peut vous épauler? Et je me disais, c'est vrai que finalement quelqu'un qui est de bonne volonté, un professionnel de santé qui est de bonne volonté, qui se dit pourquoi pas, avec toutes les conditions, d'apprendre plus précisément ce qu'il peut y avoir derrière, etc. Comment il peut se faire connaître? Vous connaissez très bien, mais comment lui peut se faire connaître de vous pour éventuellement constituer une ressource pour vous, ou en tout cas pousser un petit peu plus loin la réflexion sur est-ce que ce sera envisageable, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait un décalage Déjà, avant que vous sortiez ce soir, on bloque tout le monde et on prend les noms déjà. Mais ça, c'est une demi-plaisanterie en fait, parce que effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est toujours à la recherche de professionnels parce que ça va correspondre au territoire, parce que ça va correspondre, voilà, à une famille, voilà. Et donc, on est intéressé aussi. Si vous êtes prêt à travailler avec nous, nous on est très favorable à ça. Et voilà, moi je prends vos noms tout à l'heure, et dès qu'il y a une situation, voilà, on peut prendre contact avec vous et vous dire, voilà, on a telle situation, est-ce que vous êtes prêt à essayer? Très bien. Et écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Un grand merci à nos 7 intervenants. C'était, je pense, très enrichissant pour tout le monde. Et maintenant, on va vous proposer de profiter du buffet. Et vous avez aussi de la documentation sur le côté si vous voulez des informations complémentaires. Voilà, avec numéro, mail, tout ce qu'il faut. Merci.